Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler on va faire une revue de code en fait d'un chatroom, d'une application de chatroom écrit en C pur, hein, pas en C++. Ça va être assez intéressant de voir un petit peu ce qu'on aurait pu faire 30 ans en arrière, tu vois. Donc évidemment on va utiliser aussi du chiffrement AES pour toutes les communications, pour l'envoi des mots de passe, etc. Et on va utiliser aussi du multithreading, évidemment au niveau du client, vraiment pour afficher les messages en même temps que d'écrire le message. On va voir aussi comment se passe excusez-moi, la protection des ressources avec les mutex en C, et puis évidemment la programmation réseau en C, quoi, qu'on aurait, et avec des guides, avec des ressources que j'ai utilisées des années début 2000, fin 90, hein, notamment ce magnifique guide Bridges Guide to Network Programming qui est vraiment super avec des points d'humour. C'est très bien écrit, très bien expliqué, génial. Et pour l'interface utilisateur, on a Ncurses qui va aussi bien aller, pareil écrit dans les années 90, mais toujours d'actualité. Donc je vous souhaite un bon visionnage, et puis voilà, je vais faire une démonstration technique. Allez, c'est parti quand même pour une petite démonstration technique. Alors là, je suis connecté sur le PC qui se situe dans mon salon. J'ai évidemment git clone, le projet, quoi, tout simplement, hein, qui est sur mon GitHub. Évidemment, le lien sera en description. Alors, qu'est-ce qui se passe dedans? On a tout ça, évidemment. Alors, je vais peut-être juste compiler du coup le client et je vais lancer le serveur sur mon PC local. Alors, techniquement, le client, comment il se compile? Alors, vu qu'on aura besoin de trade avec le client, on va linker LPTrade. On va évidemment aussi linker LNcurses et LCrypto pour tout ce qui est chiffrement AES, hein. D'ailleurs, le chiffrement AES, on va bien en parler tout à l'heure, vu que le vecteur d'initialisation de l'algorithme AES, on va en parler, c'est aussi très sympathique. Et après, qu'est-ce qu'on va aussi linker? Vu que j'ai inclus la possibilité de poke des personnes, en fait on va linker le résultat de la commande de script SDL2 config avec les paramètres cflags et libs, parce que qu'est-ce que ça fait ça techniquement en fait? Alors je crois que j'avais déjà fait. Techniquement ça fait ça. Alors en fait ça nous va juste nous retourner les fichiers qu'on doit linker, mais vu qu'ils sont très différents en fonction des systèmes d'exploitation, en fait, hein, SDL2 s'est dit tiens je vais faire un script qui va automatiser le fait de linker les fichiers sur n'importe quel système d'exploitation. Donc au lieu de manuellement à chaque fois linker les fichiers, on ne sait pas vraiment où ils se trouvent, et on a juste à invoquer le résultat de la commande SDL2 config avec les arguments cflags et libs. Et à ce niveau-là, il n'y a aucun problème vu que voilà, la compilation se passe sans aucun problème. Excusez-moi. Bref. Maintenant, au niveau du serveur, alors là, je vais le lancer hein, sur ma machine locale. On va juste linker LCrypto et on va en output, évidemment, mettre l'exécutable chat serveur. Voilà, et puis on va start le serveur maintenant. Il est starté, super. Là, mon IP local sur le PC actuel, c'est 192.168.1.12. J'ai en fait lancé l'application sur le port 9034. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe en termes d'utilisateurs hein, qui sont autorisés? C'est aussi au niveau du serveur que ça se passe. On a le fichier credentials qui est juste là, où en fait qui a été mis grâce en fait au petit script. Alors attendez, je vais compiler ça. GCC setup password. En fait, ce script là, il permet, si tu veux là, tu vois si. Je sais pas moi, Lucas par exemple, Lucas avec le mot de passe. Oula, non, c'est pas Lucas. Credentials, on va mettre le nom du fichier avant. Voilà, il existe, et on va mettre que c'est Lucas. Salut Lucas, je te passe le bonjour. Et le mot de passe c'est MDP, voilà, magnifique. Et donc là, du coup, si on va voir dans Credentials, il y a Lucas qui a été rajouté, hein, tout simplement avec son mot de passe. Donc, ce qui va se passer techniquement, c'est que là, je me connecte en tant que Juju, avec mon mot de passe par défaut, la PP, et à la chatroom qui est numérotée A. Alors la chatroom, hein, elle est créée à la volée, elle n'est pas spécifiée par le serveur. Donc là, je me connecte. Hein. Peut-être que vous avez entendu un petit bruit qui vient du salon. C'est normal parce qu'en fait, une notification sonore apparaît lorsque quelqu'un se connecte. Hein. C'est le fameux poke. Dans le fameux poke aussi, vous pouvez le déclencher. Il y a une commande spéciale qui est deux petits points P. Et là, ça poke. Voilà, après, vous pouvez envoyer des messages. Il y a pas mal de. Alors ça, c'est basique, hein, mais je veux dire, tout ce qui est basique en C, ça demande quand même un peu plus de réflexion qu'en d'autres langages. J'avais fait la même chose en Go, ce qui m'a juste pris 2-3 jours, alors que là, ça m'a pris quand même plutôt 7 jours. Donc bref. Et donc, tac. Et puis là, je me connecte par exemple en local. Pareil. Du coup, évidemment, maintenant, c'est l'IP local, parce que je suis sur mon PC local, donc 0000. En tant que. Voilà, Lucas. Hop là. Lucas, comment il va? Hop.
sur la même chatroom, hein, parce que sinon évidemment on va pas se parler. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas le bon. Lucas DP. Ah, peut-être, oui, ok. Vu qu'en fait j'ai créé en fait l'utilisateur Lucas après justement le fait que j'ai run le serveur, ça l'a pas pris en compte, hein. Donc il faut que je remette le serveur en place, voilà, comme ça. Et là, voilà, là je peux me connecter évidemment. Salut, voilà, donc évidemment ça va déconnecter juste là. C'est pas grave, je vais me reconnecter. Salut, voilà, tac tac, et puis là du coup voilà, c'est moi qui apparaît. Magnifique, et puis on peut pas que tout le monde. Voilà. Donc parfait, et puis bah, en fait ça c'est des trucs assez basiques, hein. Vous pouvez écrire du caractère, les supprimer, tac tac tac, mais évidemment tout ce qui est basique, hein, je le redis, mais on sait, c'est pas très basique à implémenter. Donc on va tout de suite passer à la revue de code, ce qui va vraiment nous intéresser, quoi, hein, tout simplement. Allez, allez, c'est parti pour l'analyse du code côté serveur. Alors, déjà, ce qui va se passer, c'est. En fait, c'est alors, on va dans main, hein, déjà, voilà, on va dans main. Dans main, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est au début. Alors, ça on s'en fiche un peu pour l'instant. Ça va être en fait utilisé. Le fichier dev.random va être utilisé pour l'initialisation du vecteur justement d'initialisation de AES qui se voit l'obligation, en fait, enfin, dans son architecture, il a besoin d'un vecteur d'initialisation qui est purement random, et bah, ça tombe bien parce que sous les systèmes Linux BSD, on a un fichier dont le système d'exploitation va balancer tout un tas de mesures physiques qui sont quasiment imprédictibles, hein, comme la température de certains capteurs du processeur, comme le bruit de ressources utilisées à un certain moment. Donc c'est très très random, quoi, c'est très aléatoire, c'est très chaotique, et on va l'utiliser d'ailleurs pour du coup initialiser à chaque fois le vecteur d'initialisation de chaque chiffrement AES. Alors j'en parlerai tout à l'heure, mais pour l'instant on va pas s'attarder sur ça. On va juste... alors attendez. Tac, tac, tac. Alors ce file-là, pourquoi il est utilisé? Oui, donc ça c'est pour les credentials. Donc techniquement, voilà, je vais juste en fait lire le fameux credentials.txt, y faire, enfin comment dire, y lire un buffer tout simplement, enfin y mettre les informations dans un buffer de caractères, hein, tout simplement. Comme ça, après, je pourrais réutiliser ce buffer-là et le comparer au mot de passe et au nom d'utilisateur qui sont envoyés au serveur, hein, tout simplement. Greph credentials, il est défini en tant que variable globale, comme ça je peux l'accéder de n'importe où, même si c'est vrai que techniquement j'aurais pu le passer pour chaque fonction. Ça aurait été peut-être un peu plus efficace parce que, bah, évidemment, lors d'une fonction, si elle voit que l'appel à la variable n'est pas défini dans son scope interne, elle va chercher dans le scope n plus 1 jusqu'à la variable globale. Et c'est vrai que c'est peut-être pas le truc le plus optimal de le définir en variable globale, mais par contre c'est très pratique. Donc bon, voilà, peut-être un truc à améliorer, mais enfin bref. Parce que c'est vrai que vraiment tous les trucs, je les ai passés à chaque fonction, et là c'est un des seuls trucs que j'ai gardé en variable globale. Enfin bref, tac tac tac, bon, j'ai dans le main qui était juste là, tac tac tac. Alors évidemment, ouais, là on parle de ça. Alors ça c'est super génial ça, le signal Sigint Enfunc. En fait c'est quand vous allez faire un contrôle C, tu vois, techniquement, tu vois, si je lance le serveur, là, le serveur, et que je fais un contrôle C, en fait, voilà, c'est exactement le contrôle C qui est là. Ça va en fait envoyer un signal d'interruption, donc c'est pour ça qu'on appelle ça SIG int, hein, c'est pas pour sign int, non, c'est pour signal, et int pour interrupt, qui va en fait capter le signal, et lorsqu'elle capte le signal, elle va déclencher la fonction enfunc. Alors enfunc, hein, doit avoir une signature particulière, ça doit être un void avec en argument juste un argument qui va être en fait un entier. Et après, bah, du coup, tu peux exécuter n'importe quel code que tu veux lorsque un signal d'interruption apparaît. Bah, le problème, c'est juste que, évidemment, vu que la signature de la fonction, c'est juste cette fonction-là et un argument, si tu veux accéder à d'autres variables, en fait, bah, tu peux pas, parce que tu peux pas les passer en argument, sinon tu vas casser sa signature, et la fonction signal ne va pas vouloir bien compiler. Donc, il faudra déclarer des variables globales. Ah oui, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai déclaré le f, là, le file, comme variable globale, comme ça, au signal d'interruption, et ben, je peux close le fichier, comme ça,
c'est quand même plus propre. Donc voilà, c'est un truc à garder en tête, hein, la fonction signal qui peut capter n'importe quel signal d'interruption et exécuter une fonction de signature void. La fonction est un entier en entrée. Donc ça d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'est FD size. Pourquoi on a FD size? Ouais, ça c'est assez intéressant ça. Ça c'est très intéressant parce que en fait, évidemment, il y a plusieurs chatrooms, hein, c'est des chatrooms. Donc quand je vais envoyer des messages, il faudra évidemment que je compare la chatroom du socket de connexion. Alors attendez, je vais te parler quand même des sockets de connexion avant parce que voilà. Alors comment ça se passe pour les connexions? En gros, on va appeler ça net inet in.h, ça va être intéressant. Et pareil, syssocket.h et arpa inet.h et netdb.h. Voilà, c'est les 4 librairies qui vont nous être utiles pour la programmation réseau et aussi oui, pol.h qui est quand même pas mal. C'est les 5 librairies qui vont nous être très intéressantes en C pour la programmation réseau. Parce que comment on va procéder en fait, hein. On va procéder de cette manière-là. Alors c'est quoi PFDS, hein? On va voir tout de suite ce que c'est PFDS. C'est une structure spéciale qui est définie en fait, hein, avec le fichier pol.h qui va nous permettre de traiter les événements de connexion de manière séquentielle. En gros, c'est quand vous avez plusieurs connexions qui sont établies et que par exemple vous avez 3 clients ou 2 clients qui envoient un message en même temps. En fait, évidemment, on ne va pas traiter, en fait, si tu veux, l'envoi de messages, l'envoi d'informations en parallèle en même temps. En fait, on va les mettre dans des files d'attente, donc dans ce qu'on appelle dans des pôles, donc dans des structures, dans des arrays de structures POL-FD qui vont être en attente jusqu'à traitement. Alors, techniquement, c'est des sockets de connexion qui vont être en attente, et grâce à la fonction pol, donc là, si je fais un pol juste là, en fonction, si tu veux, quand je fais un pol sur l'array de structure PFDS qui est juste là. Évidemment, je vais allouer de la mémoire à la structure, donc c'est pour ça que j'ai fait malloc pour allouer de la mémoire donc dynamiquement en fait, hein, à PolFD, enfin à PFDS qui est de structure PFD, PolFD je veux dire. Et je lui alloue quoi? Je lui alloue en fait alors size of PFDS, ça c'est justement pour avoir au moins, si tu veux, une connexion, voilà, et fois FD size. Donc FD size, c'est littéralement le nombre de connexions que je peux supporter. Mais donc pour l'instant, au début, il n'y a que 5 connexions qui peuvent être supportées en parallèle, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce qu'après, il y aura un fameux realloc, donc une réallocation de mémoire. Si j'ai une nouvelle connexion, plus de 5, si j'ai une 6e connexion, alors j'aurai une réallocation de mémoire en plus. Et donc, je vous ai dit, c'est une structure en fait de PolFD qui va nous servir à traiter séquentiellement les événements de connexion. Donc les événements de connexion, ça va être l'envoi d'un paquet, la déconnexion d'une socket, ça peut être pas mal de trucs. C'est pour ça qu'au tout début, en fait, si tu veux, je vais mettre dans la première position de PFDS, en fait, si tu veux, je vais mettre le listener. Le listener, c'est quoi? C'est le numéro, c'est un entier, hein, qui est défini juste là par getListenerSocket, en fait. Hein. GetListenerSocket, c'est une fonction qui va nous renvoyer, si tu veux, l'entier qui correspond à la socket de connexion du serveur lui-même. En fait, donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire donc bon, int listener, ok, je définis ce que c'est, c'est des paramètres que je vais définir, je vais vous les expliquer après. Et là, je vais définir en fait une structure, 3 structures, hein, int, AI et p, qui sont des structures de type adresse info qui vont en fait porter toutes les informations de l'adresse IP en fait, et du port et du type d'adresse IP que mon serveur utilise. Donc après voilà, je vais juste faire un même set sur int qui est de type adrinfo pour juste en fait ne pas, parce que quand je déclare en fait une structure, j'ai des données un peu poubelles qui sont allouées directement à la structure, donc là je vais juste les setter à 0. Et une fois que je les set à 0, et ben, je peux définir en fait les arguments de la structure. Donc on a par exemple family, family en fait c'est ça c'est un entier, AFINet, et AFINet, c'est un entier qui définit que je veux en fait chercher une IP du serveur, donc là le serveur local, hein, qui est du type IPv4. Et ensuite pour subtype, c'est soit si je veux du UDP ou du TCP. Alors pour le TCP, c'est l'entier qui correspond à SOCStream, donc c'est pour ça que je mets SOCStream. Et AI passive, c'est parce que en fait, je veux avoir l'information du serveur local, donc en fait on met AI passive. Et ensuite je vais invoquer la fonction getADRInfo sur exactement mon serveur local, hein, avec le port qui a été défini en variable globale. Et je passe en ints, donc ça c'est toutes
toutes les, comment dire, les informations sur lesquelles je veux rechercher, en fait, si tu veux, l'adresse IP. Et ça, AI, ça va juste être du coup les informations, c'est une structure qui va comporter toutes les informations que la fonction getADRInfo aura trouvées. Donc si ça échoue, hein, donc si le résultat est différent de 0, alors on va terminer le programme. Mais normalement ça va bien se passer. Donc, comme ça se passe bien, on va juste aller du coup faire une petite boucle en fait pour aller chercher en fait si tu veux l'information qui a été trouvée, mais l'information de type IPv4, tu vois, parce que techniquement je vais définir du coup là c'est la P, c'est la structure ADR-info qui est P en fait, hein, tout simplement, qui a été définie en dernier dans la définition des structures de type ADR-info. Et je vais scanner, parce qu'en fait AI c'est pas juste une structure, c'est une array de structures, donc c'est un vecteur de structure techniquement. Et donc en fait P va être une structure parmi l'array de structure AI. Et donc ce que je vais faire c'est que techniquement, tu vois, listener, là, je vais faire la fonction socket. Donc en fait, socket, ça permet de faire quoi là? Donc de P AI family, ça permet d'avoir du coup le numéro en fait, hein, de socket relatif au serveur. Donc évidemment, si c'est inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc en fait, c'est pour ça que la fonction getADRInfo, elle va pas retourner que des trucs que des trucs qui sont bons à prendre. Elle va retourner tout un tas de bordel, dont seulement un ou deux ou trois trucs vont être bons à prendre. C'est pour ça que la fonction, que la boucle for, elle va en fait tout simplement se charger de trouver tout ce qui est bon. Parce que tu vois, si je fais un continue, donc le keyword continue, en fait, il va permettre de passer directement à l'itération prochaine sans exécuter le code qu'il y a après. Donc en fait, si je fais un continue, c'est-à-dire que donc, si ça c'est inférieur à 0, c'est-à-dire que c'est pas le bon élément dans le array de structure AI ADR-info. Donc on va continuer jusqu'à ce que le listener soit supérieur strictement à 0, enfin non, supérieur ou égal à 0, et que en fait l'information, enfin et que le résultat de la fonction en fait bind de listener de l'adresse et après on met la longueur de l'adresse IPv4 soit pareil supérieur ou égal à 0. Si ces deux conditions sont respectées, c'est-à-dire que j'ai trouvé la bonne adresse IP du serveur et donc on peut retourner après tout simplement, on va juste faire un petit free, on va libérer la mémoire qui a été allouée en fait à AI dans en fait si tu veux la fonction getADRInfo. Et puis voilà quoi. Et puis oui, je crois qu'elle a été allouée directement là techniquement. Ou là, ouais, technique. Voilà, bref, on va juste free la mémoire qui a été allouée à cette array de structure. Et puis voilà quoi. Techniquement, après on va faire un listen évidemment, c'est-à-dire que le listen il va techniquement juste comment dire, nous dire que on est prêt à écouter toutes les connexions qui vont nous être transmises voilà, avec du coup techniquement l'entier qui correspond à la socket de connexion pour l'IP du serveur, quoi. Enfin, qui correspond à la socket de connexion du serveur qui a été bien trouvée, donc qui a respecté toutes les conditions, les deux conditions qui ont été juste là, tu vois. Alors, et puis là, le set socket option, c'est juste en fait vous allez mettre des options en fait sur la socket de connexion, donc techniquement. Alors ça c'est, je me suis basé sur le serveur du guide BJ's Guide to Network Programming. Donc ça c'est vraiment sa fonction techniquement. Après j'ai évidemment updaté pas mal de trucs dans le programme, mais ça en tout cas c'est la fonction telle quelle pour avoir l'identifiant, donc l'entier qui identifie la socket de connexion du serveur. Donc ah oui, l'option notamment qui est pas mal, c'est ça. SO Reuse ADR, c'est-à-dire que quand vous finissez le programme, des fois le système d'exploitation en fait il va pas libérer la socket de connexion, donc quand vous relancez le programme en fait là ça va directement en fait si tu veux dire au système d'exploitation je vais réutiliser en fait la socket de connexion même si tu l'as pas libérée. Donc voilà, alors ça c'est un peu compliqué mais c'est un des trucs les plus compliqués, après ça va être un peu plus simple. Donc on revient à ce qu'on faisait avant quoi tout simplement. Et c'est pour ça, voilà, et donc on met dans la structure, enfin dans l'array de structure Paul, on met l'identifiant de connexion, de socket de connexion du serveur, et on met aussi l'événement qu'on veut écouter. Donc ouais, Pauline, c'est l'événement en gros j'ai une information qui va m'être arrivée dans la socket de connexion. Donc en fait on veut vraiment, en fait, si tu veux, écouter pour cet événement-là. Et ensuite, ça c'est un autre truc aussi, c'est un autre truc qui n'a rien à voir, mais c'est pour en fait les noms d'utilisateurs, parce que chaque client va nous donner son nom d'utilisateur et il faudrait que j'associe son nom d'utilisateur à une array en fait, tout simplement pour quand je me déconnecte, quand quelqu'un se déconnecte, en fait que je dise un tel ou un tel s'est déconnecté. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut que je trace
faut que je bind en fait chaque identifiant de socket de connexion avec un nom d'utilisateur, et donc c'est pour ça qu'en fait je vais allouer ça. Je vais faire déclarer en fait une structure, une array, je veux dire, à deux dimensions. Pourquoi une array à deux dimensions? Techniquement, c'est une array en C, ça commence directement par un pointeur en fait à l'array. Donc c'est pour ça que là j'ai la petite étoile. Et après pourquoi est-ce que j'ai 10? Parce que en fait après je veux que maximum que chaque élément de l'array soit égal à 10, puisse au maximum être égal à 10 caractères. Si je fais une array normale, en fait, chaque élément de l'array sera égal à un caractère, et donc, comme là j'ai mis entre crochets 10, bah, chaque élément sera égal au maximum à 10 caractères, donc ça c'est assez cool. Et après je vais allouer, du coup, je vais allouer quoi? Je vais allouer max clients, donc en fait le maximum de clients qui peuvent être connectés au serveur, fois 10, parce que en fait c'est le nombre du coup de caractères possibles, après fois size of char, donc c'est techniquement je crois que c'est un octet. Et donc par exemple pour réallouer d'autres utilisateurs, hein, si je peux réallouer, je vais faire un realloc. Bon, là c'est un realloc sur les PFDS, mais c'est le même principe hein, techniquement. Alors attendez, je vais chercher le. Voilà. Ouais, ok, pour les chatrooms. Donc pour les chatrooms, c'était la même chose en fait. Tu vois, malloc, attendez. Voilà, pour les chatrooms, j'avais, si tu veux, alloué une mémoire de base, c'est-à-dire que, pareil, chaque chatroom aura un nom qui est égal au maximum à 10 caractères. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un petit size of char x 10 fois 2, parce que en gros, je voulais au moins 2 chatrooms à commencer de base. Donc techniquement, en fait, si j'aurais fait un x1, ça aurait mis pour un élément, mais un x2, c'est pour 2 éléments qui sont composés de 10 caractères. Et quand je vais réallouer de la mémoire à ce même truc, je vais prendre en fait du coup techniquement, alors je vais prendre, donc là on est dans une fonction spéciale, et je n'ai pas transmis juste un pointeur, parce que tu vois, techniquement dans la fonction là, j'ai transmis un pointeur de pointeur, parce que all usernames est directement un pointeur, mais moi je veux en fait que lors de la réallocation de la mémoire, bah, elle soit affectée en dehors du scope de la fonction acceptFunc. Du coup, il faut que je mette un pointeur de all usernames. Et donc, après, je mets sa sorte de signature. Donc, évidemment, chacun des éléments est composé d'au maximum 10 caractères. Enfin, est composé de 10 caractères. Quoi. Donc, c'est pour ça que, tu vois, si j'aurais mis ça, en fait, la réallocation de la mémoire n'aurait pas affecté all usernames en dehors du scope de la fonction acceptFunc. Donc, c'est pour ça que je mets cette syntaxe-là, de pointeur de pointeur. Donc, c'est pour ça, ok. Donc maintenant, j'étais dans malloc, là, qu'est-ce que j'étais donc ouais, ça fait un peu peur, je sais, c'est vrai qu'au début ça fait un peu peur, mais c'est vraiment juste de la pratique, hein, les gars. Donc, et ensuite, comme j'ai mis le listener, donc le serveur dans le pôle de connexion, techniquement, je peux faire une boucle infinie, hein, qui va, en fait, à chaque fois, si tu veux, appeler la fonction pôle. Donc en fait, je vais écouter pour chaque nouvelle connexion qui va venir, ou alors chaque nouveau message qui est transmis, et lorsqu'en fait, tu vois, si par exemple, bon, si c'est égal à -1, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème, donc je vais exécuter le programme, sinon je vais appeler la fonction process connexion, et je vais lui transmettre, et là vous allez voir la référence, hein, le pointeur du coup techniquement, par la référence à l'array de structure POLFD, PFDS, et process connexion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va du coup voir si il y a eu des événements qui se sont passés sur au moins une des connexions, et avec cette ligne de code là, donc elle va faire un petit for pour tous les éléments qui se sont passés lors de la fonction POLL, donc Paul, je vais procéder ces événements sur chacune des connexions. Et donc, si j'ai eu une connexion, donc si j'ai écouté pour un Pauline, donc pour, je crois, quelque chose qui va... attendez, on va voir ça justement. Tac, c'est ici, donc si je cherche Pauline, voilà. Donc Pauline, c'est quoi? C'est alert me when data is ready to receive. Donc en fait, en gros, par exemple au niveau du serveur, lorsque le serveur peut recevoir des messages, ok, et par là-haut, c'est alert me when I can send data to this socket without blocking. Donc on écoute pour ces deux événements-là. Et donc évidemment pour ces deux événements-là, si en fait l'événement si l'événement qu'on a écouté se trouve sur la socket de connexion qui correspond au serveur, donc qui correspond au listener, alors en fait c'est une nouvelle connexion.
Et c'est une nouvelle connexion, donc on va appeler une fonction particulière. Et cette fonction particulière elle va charger notamment de vérifier le mot de passe, de vérifier le nom de l'utilisateur, de vérifier la chatroom, et pas mal de trucs. Hein, comment ça se passe. Et puis aussi après, évidemment, d'ajouter la nouvelle socket de connexion, donc le nouveau entier qui définit la socket de connexion pour le nouveau client, à la structure, à l'URL de structure PolFD, pour ensuite après écouter un événement qui se passerait éventuellement sur cette connexion-là. Donc la fonction qui va nous intéresser, c'est celle-ci, c'est acceptFunc, qui est une fonction particulière que j'ai moi-même implémentée, qui va juste en fait se charger de vérifier le mot de passe, le nom les credentials en général, hein. Donc c'est le nom d'utilisateur plus mot de passe techniquement, et puis je veux juste aussi donc on fait ça de manière séquentielle, pas vraiment besoin de thread. C'est pour ça que j'ai mis un timeout en fait. Si en fait j'ai une nouvelle connexion qui apparaît, mais que le client en fait au bout de 1 seconde, donc c'est pour ça que j'ai fait un timeout CTV. En fait là le timeout ça correspond à une structure qui s'appelle timeval, qui vient je crois d'une des librairies importées. Et de ça, en fait, je peux mettre une option, parce que quand vous avez une connexion, en fait, vous pouvez lui mettre des options, et après, vous pouvez lui remettre d'autres options après. Parce que là, le set socket option sur le newFD, c'est... j'ai pas parlé de newFD. En fait, newFD, techniquement, ça a été déclaré là. Parce que quand un client, en fait, si tu veux, il se connecte, il aura une première socket de connexion qui lui est attribuée, qui s'appelle... alors attendez, où est-ce qu'elle est cette socket de connexion là? C'est handle new connection. Alors attendez, non, je crois que voilà. Handle new connection, donc on va lui passer la socket de connexion du serveur. FD count, en fait, ça c'est le nombre en fait, de clients qui sont connectés en simultané à un temps précis, au moment donné. FD size, donc là, FDS aussi, base memory, ça c'est la mémoire allouée pour le RAID de chatroom names et all user names aussi, pareil. Et donc voilà, handle connection en fait c'est quelque chose qui va en fait, accept, c'est une fonction qui va générer une socket, un entier qui va identifier la socket de connexion du nouveau client qui a été accepté à se connecter au serveur, et ça c'est grâce du coup à la connexion à la fonction accept qui prend en premier paramètre l'entier qui identifie la socket de connexion du serveur, une structure de type sockadr, donc pour tout simplement avoir, si tu veux, tous les paramètres possibles de tel type d'IP, etc., du serveur et du client pour qu'ils échangent bien. Et après, c'est juste en fait ADRLN, c'est la longueur de l'adresse du format choisi, donc soit IPv6, soit IPv4. Donc c'est ça quoi. Et ça va nous être en fait, si tu veux, alors ADRLN au début il est juste défini ici, donc il n'y a pas de valeur. C'est acceptFunc, c'est la fonction accept qui va lui donner automatiquement une valeur grâce, en fait, si tu veux, aux informations qui nous ont été transmises grâce à la structure sockadr qui est passée juste ici, donc remote ADR, qui est juste là, donc qui au début en fait une structure sockadr storage, et après tu vas la caster en structure sockadr normale quoi, tout simplement. C'est un peu compliqué, ça j'avoue que c'est pas très trivial, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors au début là elle a pas du tout d'informations, de paramètres. Mais c'est juste que... Ah si, voilà, putain, qu'est-ce que je... N'importe quoi. Non, ADRLN, voilà. Pourquoi est-ce qu'au début j'ai mis une structure sockadr storage? C'est juste pour avoir, pour ADRLN, la longueur de la structure sockadr storage en fonction de tel ou tel système d'exploitation. Comme ça, je passe bien l'ADRLN, et c'est dans Remote ADR que je vais lui mettre du coup toutes les informations, je crois, relatives à la connexion. Techniquement... non, je peux retrouver ce Remote ADR juste là, dans la fonction printf en fait, qui va nous dire new connection from la socket donc du client qui a été accepté quoi. Et puis là je lui mets toutes les informations possibles. C'est juste un printf techniquement. Voilà, et puis
voilà, accepte, ça nous renvoie juste la connexion, l'identifiant qui est un entier de la nouvelle connexion du client. Enfin bref, là je parlais de accept func, donc accept func, techniquement, ouais, voilà, je remets juste la clé AES juste là, quoi, et puis je vais le charger, donc techniquement je vais mettre un timer de 1 seconde sur la connexion du client, quoi, comme ça si le client n'envoie pas des informations au bout d'1 seconde, bah, il est directement éjecté, quoi. Et puis, vu qu'on est sur un transfert d'informations avec AES, j'ai, avant tout échange d'informations, besoin du vecteur d'initialisation, si tu veux, pour le chiffrement en cours de l'information. Donc, c'est pour ça que là, je vais recevoir le vecteur d'initialisation qui est sur 12 octets. Et évidemment, si ça merde, en gros, je vais. Donc, soit si n bytes est égal à 0, je vais pareil, return 0, c'est-à-dire que ça a merdé. Et pareil, si c'est égal à -1, en fait, si c'est égal à 0, c'est-à-dire que le client s'est déconnecté. Et si c'est égal à -1, ça veut dire qu'il y a eu une erreur. Et après, bah, j'envoie juste une réponse pour lui dire que c'est bon, quoi. Ça, j'avoue que j'aurais pu skipper ça, mais je préfère envoyer une réponse. Et après, je vais recevoir, parce que pour chaque connexion, je dois recevoir le vecteur d'initialisation du chiffrement en cours, ainsi que le tag. Un tag, c'est aussi quelque chose qui a été généré lors du chiffrement AES. Comme ça, lorsque je reçois le tag, en fait, lors du déchiffrement qui se passe juste avec cette fonction-là, AES GCM Decrypt, en fait, elle va vérifier que l'information qui a été transmise, donc qui est en fait ciphertext, qui est l'information chiffrée en lui-même, n'a pas été corrompue. Donc c'est une sorte de signature, quoi. C'est un truc qui dit que bah, c'est pas corrompu. Donc c'est pour ça qu'on doit recevoir le tag. Mais normalement c'est bon avec TCP, mais je préfère quand même vérifier avec le tag et avec voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et puis si tout se passe bien techniquement, je vais pouvoir en fait comparer, donc là avec la boucle for i égale 0 jusqu'à max clients, je vais pouvoir comparer si au moins un des identifiants a été trouvé dans les credentials, enfin si l'identifiant envoyé est bien dans le fichier credentials.txt. Donc je compare bien au buffer qui a été créé via la lecture du fichier credentials.txt, donc c'est gref credentials de chaque index, quoi. Donc je vais faire un même CMP jusqu'au 20e octet, parce que ça c'est la taille maximum de ref credentials de chaque élément de ref credentials. Donc je vais faire une comparaison. Si on a au moins un qui match, ça veut dire que c'est bon, quoi. Et après je vais continuer, ou alors si c'est pas égal, bah, je vais return 0, quoi. Tu vois, si c'est pas égal à OK, bah du coup je vais dire ah bah non, bah merde, t'es pas dans les credentials, du coup je vais return 0, sinon bah je continue, quoi, tout simplement. Donc je lui renvoie la réponse, et donc là ça va être une réponse positive. Et puis ensuite, alors là c'est CMPVal. CMPVal à quoi il correspond? CMPVal, ouais, c'est juste un truc, en fait je prends la base memory, donc la mémoire allouée en fait totale à l'array à 2 dimensions de chatrooms, et je vais le diviser du coup par size of char x 10 pour en fait avoir un truc qui est en fait comparable tout simplement au nombre de chatrooms au nombre de chatrooms et au nombre de donc FD count, c'est le nombre de connexions en cours de clients. Donc comme ça je vais pouvoir le comparer en fait si tu veux directement. Et si c'est inférieur à 0, c'est-à-dire que je n'ai pas assez de mémoire pour accueillir une nouvelle connexion. Donc il faut que je réalloue de la mémoire. Et donc je vais faire un petit realloc comme ça, voilà, tout simplement. Et après, on fait exactement la même chose, mais on fait exactement la même chose, en tout cas pour déchiffrer la chatroom qui a été envoyée. Donc le vecteur d'initialisation, le tag, le déchiffrement qui se passe juste là. Et puis voilà, quoi. Et puis rouler jeunesse, j'ai envie de dire, techniquement. Et puis après, tac, dans la décrypte de Cypherland. Donc là, c'est pareil pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problème dans la décryption. S'il y a eu un problème, c'est-à-dire que le decrypted text len est inférieur ou égal à 0. Donc ça, c'est un problème, je return 0. Sinon, en fait, c'est bon, quoi. Sinon, je continue, quoi. Et je vais envoyer la réponse, pareil que tout à l'heure. Et puis voilà, je vais juste copier du coup la chatroom dans le vecteur qui associe, qui prend en compte à chaque fois
les nouvelles chatrooms, enfin pas les nouvelles chatrooms, les chatrooms des nouveaux clients. Comme ça, en fait, chaque élément du vecteur enfin, de l'array de chatroom correspond à l'entier qui est en fait l'identifiant de connexion de chaque client. Comme ça, je vais pouvoir faire communiquer chaque client dans une chatroom particulière et sans envoyer un message d'un client à une autre chatroom. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je fais ça du coup. Et après, je remets du coup une option à la connexion en cours du client où je mets égal à 0 en fait, et si je mets un timeout de 0, c'est-à-dire que je n'attends aucune réponse du client avant un certain temps. Donc ça c'est quand même pas mal. Comme ça, bah, il peut juste être connecté et voir les messages qui défilent sans envoyer de nouveaux messages. Et puis voilà, et puis après voilà, qu'est-ce que je fais là je vais juste en déduire après son nom et je vais faire exactement pareil que pour l'array de chatroom, mais pour l'array de username. Pour après, vous allez voir, pour les nouvelles connexions, quoi. Donc ça, c'était pour la fonction d'acceptation des nouveaux clients. Donc tac, 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 hein, la new FD, hein, évidemment. Tout à l'heure, c'était pour l'identifiant du nouveau client qui a été arrivé. Et quand il y a un client en fait qui part, donc c'est dans Process Connection, tu vois, pareil. Dans Process Connection, on écoute sur deux événements. Sur ces événements-là, on a pas mal de trucs. Hein. Et tu vois, dans Client Data, quand on sait qu'en fait c'est pas une nouvelle connexion, mais c'est juste une donnée qui nous est transmise, ça peut être soit un message, mais aussi autre chose. Cette autre chose, c'est peut-être que en fait, lorsqu'on va écouter, si ça nous est renvoyé quelque chose de longueur d'octet égale à 0 ou inférieur, alors si c'est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème, mais si c'est égal à 0, c'est-à-dire que le client s'est déconnecté. C'est comment marche le protocole TCP, hein, si le client se déconnecte, alors une information nous est envoyée de 0 octet, et là on peut procéder à sa déconnexion et faire toute la logique qui correspond à sa déconnexion. Alors, du coup, techniquement, en fait, je peux lui envoyer un message customisé. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, voilà, j'ai tracé, tu vois là, on a un buffer de taille 40 hein, qui dit System Disconnection. Et après, on met le nom d'utilisateur. Et vu qu'on met le nom d'utilisateur, et ben justement, c'est pour ça que tout à l'heure, dans la fonction acceptFunc, j'ai mis le nom d'utilisateur en fait, correspondant au numéro d'identifiant de socket de connexion du client. Et tu vois, c'est pour ça que là, en fait, tout simplement, vais copier du coup, le nom en fait, du client dans le message de déconnexion. Comme ça, je vais pouvoir envoyer à tous les clients de la même chatroom que ce client-là s'est déconnecté. Et donc, évidemment, il faut que j'encrypte ça, hein, tout simplement. Donc là, c'est comme si j'étais le client, en fait, je vais encrypter l'information que je vais envoyer. Et je vais après, bon là je répète un peu le code, pourquoi? Parce que j'envoie une fois pour le vecteur d'initialisation du chiffrement en cours, une autre fois après pour le tag, et enfin, en fin de compte, j'envoie le ciphertext. Hein. Donc le tag, hein, c'est toujours 16 octets, hein, là vous voyez juste là, et puis pour le vecteur d'initialisation, c'est toujours 12 octets. Ok, et dans la boucle for, là je vais faire quoi? Je vais faire un for j égale 0 jusqu'au nombre en fait, de clients connectés en simultanément, mais il y a plusieurs if. Donc déjà, un if, si en fait la socket de connexion, c'est pas le serveur en lui-même, mais c'est un client, et que en fait, la socket de connexion, ça n'est pas le mec qui vient ça n'est pas le client qui vient de se déconnecter, alors je vais envoyer un message du coup à tous les gars. Et ensuite, il faut quand même que je vois si ces deux trucs-là, ils vont dire est-ce que sa chatroom associée au socket de connexion du client est égale à la même taille de ce que j'ai actuellement. Si c'est égal à la même taille, je vais vérifier si c'est exactement la même chatroom. Si c'est exactement la même chatroom, là je peux lui envoyer du coup l'information parce que je sais que du coup le client qui vient de se déconnecter, il appartient à la même chatroom que la socket de connexion que je viens d'avoir en piochant dans la structure PFDS, enfin PFDS quoi. Et comme ça, je fais exactement cette même logique pour du coup le tag et pour le ciphertext. Donc voilà, quoi, tout simplement. Donc on a bien juste une comparaison de la taille de la chatroom. Ça c'est juste une optimisation, hein, parce que techniquement si j'ai la chatroom A et que j'ai la chatroom BB, si je vais juste en fait voir la taille et que je sais que la taille elle est différente, j'ai pas besoin de faire une comparaison. C'est juste que si la taille elle est égale, alors là peut-être qu'elles sont
que c'est la même chatroom, et là je vais vraiment faire une comparaison, je vais vraiment invoquer la fonction même CMP, qui est peut-être un peu plus lente que normalement juste une comparaison de taille des chatrooms. Donc voilà. Et donc au cas où, hein, si c'était un truc qui était strictement inférieur à 0, alors c'était une erreur qui nous a été, faite par le client. Dans tous les cas, si c'est une erreur ou si c'est juste une déconnexion, je vais évidemment déconnecter le client. Pour déconnecter le client, il faut que je invoque la fonction del from pfds, hein, qui est celle-ci. Alors en fait techniquement je vais supprimer techniquement la socket de connexion de la structure PFDS, mais je vais aussi supprimer du coup évidemment le nom de l'utilisateur de all usernames et la chatroom associée aussi au client de chatrooms names. Voilà, donc c'est comme ça que je le fais. Donc je vais juste déjà évidemment faire un petit memset des trucs avec des null caractères pour pas avoir de leftovers caractères. Gros, par exemple, si j'ai suite à la déconnexion de la personne, j'ai un autre client qui se connecte avec une chatroom plus petite, en fait, le problème c'est que si je mets sa chatroom dans l'array chatrooms names et que c'est une chatroom plus petite que celle-ci, que celle du client qui a été déconnecté, en fait j'aurais, par exemple, si le mec avant il se connecte avec la chatroom AA et que là le mec il se connecte avec, donc après il se déconnecte et après j'ai un autre gars qui se connecte avec la chatroom B, et ben en fait la nouvelle chatroom elle sera BA, mais en fait non, c'est la chatroom B. C'est pour ça que je vais en fait cleaner, faire un petit nettoyage de la mémoire à chaque fois pour les trucs. Donc c'est avec un petit memset et après tu mets du null caractère et ça fait un nettoyage de mémoire. Très bien. Et là, ça va vraiment être le même CPI, donc c'est même une copie de mémoire. Donc, techniquement, c'est un truc, ça c'est juste de la pure logique. Si je vais copier, en fait, si tu veux, la chatrooms la dernière chatrooms, parce que techniquement, exactement la position du client qui s'est déconnecté. Comme ça, du coup, à chaque fois, donc je fais la même chose pour all usernames. Comme ça, du coup, je vais garder tout simplement toutes les connexions qui sont en cours, mais juste en supprimant la connexion le client qui a été connecté. Voilà, et ça c'est la pure logique, hein. Je vous laisse un petit peu interpréter le code, mais je suis un fdcount -1, parce qu'évidemment il y a un client qui s'est déconnecté, donc il y a fdcount -1, et ensuite à l'adresse, donc i, ça correspond tout simplement à l'index du socket de connexion du client qui vient de se déconnecter. Et donc je vais copier vu que là on s'en fiche de lui, je vais lui prendre, je vais erase du coup sa mémoire, et en fait je vais lui prendre du coup, je vais lui copier le dernier gars qui s'est connecté là-dessus, et je vais le mettre, je vais en fait le sauvegarder. Je vais le sauvegarder en écrasant la mémoire du mec qui vient de se déconnecter. C'est comme ça que ça marche. Donc techniquement, voilà, puis après je fais un PFDS de i, donc du gars qui s'est déconnecté, et puis je lui dis que c'est un PFDS de fdcount. C'est exactement la même chose que je fais juste là, quoi. Enfin, c'est la même logique, quoi. C'est la même logique. Je pense qu'on est quand même plutôt bon là pour le serveur. Ça fait beaucoup d'un coup, mais n'hésitez pas à faire pause, hein. C'est vrai que c'est du C, quoi, hein, les gars. Donc voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors je reviens juste un petit peu sur la connexion, sur la fonction end new connection que j'avais un petit peu trop survolée. On est d'accord, hein, juste pour le fait que la déclaration de remote ADR, qui est de type sockadr storage, de structure sockadr storage, va juste être utilisée, hein, alors évidemment pour accepter la nouvelle connexion du client et en dériver un socket de connexion qui va être utilisé après par le serveur et pour envoyer après des informations et pour les extraire, mais surtout aussi pour printer les informations relatives du client, notamment son adresse IP. C'est pour ça qu'en fait là on a déclaré un buffer de caractères de taille INET6 c'est-à-dire strlen, en fait, strlen, c'est-à-dire de type, de taille maximum de la taille d'une adresse IPv6. Après on va passer dans la fonction ici juste là inet entupq, qui va en fait extraire l'information de l'adresse IP de la structure remote ADR tout simplement pour la remplir dans le buffer de caractères remote IP qui va nous être printé, parce que en fait là inet entupq retourne directement ce que remote IP a été rempli, enfin ce dont remote IP a été rempli. C'est pour ça que là il fait un from pourcentage %s qui va permettre de printer un buffer de caractères, et juste après on socket, après il va printer un entier, et l'entier évidemment c'est l'identifiant, c'est l'entier
qui est en fait l'identifiant du socket de connexion du client qui a été accepté. Donc voilà, INET End-Up-Queue va juste en fait extraire l'adresse IP du nouveau client là, qui a été, et va remplir ça dans Remote IP, et puis évidemment Remote IP de taille maximum IPv6, de la taille maximum d'une adresse IPv6, parce qu'une adresse IPv6 est plus longue qu'une adresse IPv4, et donc dans tous les cas, si c'était une adresse IPv6, on aurait pu la printer, mais aussi une adresse IPv4, parce qu'une adresse IPv4 c'est d'une taille inférieure à IPv6, et donc on peut toujours printer ce qui est plus petit dans quelque chose qui est plus grand. Donc c'est pour ça qu'on prend au maximum des précautions en lui déclarant une longueur de la longueur d'une adresse IPv6. Voilà. C'est parti maintenant pour l'analyse du code côté client. Alors évidemment, côté client, on va importer en plus, comparé au serveur pthread.h et ncurses.h, et puis aussi SDL2, SDL.h pour la lecture des fichiers de POC en format WAV. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est, là je vais quand même parler avant juste du coup de SDL2, de comment tu vas lire les fichiers audio. Bon, alors au début, évidemment, tu vas initialiser le nom du fichier audio via un buffer de taille indéterminée, un buffer d'array, un buffer de caractères de taille indéterminée. Startup file, tu vas passer ton startup file, si tu veux, à une fonction d'initialisation des variables wavlength, wavebuffer et wavespec. Donc wavespec est de type SDL audio spec, wavelength c'est un entier de 4 octets, et puis wavebuffer c'est un unsigned char, donc un octet. Et en fait, la fonction SDL loadWav, elle va permettre de remplir ces trois variables déclarées préalablement en fonction du fichier startup, enfin du fichier startup file. Et donc, évidemment, si ça foire, ça return null et on doit faire un petit SDL quit. Maintenant, du coup, évidemment, si la fonction elle est successful, il faudra bien penser quand même, vu qu'on a du WAV buffer qui a été rempli grâce à la fonction SDL loadWav, il faudra penser toujours à faire un SDL quit, mais aussi à faire un SDL free WAV de WAV buffer pour tout simplement free les ressources allouées à WAV buffer. Vu qu'on peut le faire, pourquoi pas le faire, c'est quand même plus safe. Voilà, et puis OpenAudio, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ça va juste initialiser, je crois, le device de sortie audio. Bon, tout simplement. Et maintenant, il faut quand même récupérer peut-être aussi l'identifiant en gros de cette sortie audio avec la petite fonction SDL OpenAudio Device, et on renseigne ce genre de variable avec juste un WAV spec, toujours du type techniquement du type SDL audio spec. Donc techniquement, je crois que ça c'est une sorte de structure, voilà, bref, dans laquelle il y a pas mal d'informations où on peut récupérer, notamment grâce à certaines fonctions, l'identifiant du port audio. Grâce à cet identifiant, on va pouvoir, du coup, là, si je vais rechercher le dev, on va pouvoir notamment. Alors, c'est quoi un SDL pose audio device? Donc, c'est là où je vais aller commencer à play le fichier audio POC.wav. Alors, le pose audio.wav, il va se dire, ah bah tiens, si j'étais en train de lire un truc, je vais le pose, voilà, pour l'instant, je vais rien pouvoir lire. Voilà, on dit ça. Ensuite, on va faire un clear queue audio. En fait, clear audio, c'est la queue audio, c'est là où sont stockées toutes les données sonores. Et donc, quand tu vas unpause, juste là, quand tu vas faire un pause audio device et quand tu mets à 0, ça va reprendre la lecture et ensuite tu devras attendre le temps en fait que fait le fichier audio à être lu. Donc environ, alors techniquement c'est quoi? C'est 400, je crois que uSleep c'est en microsecondes, donc là c'est 400 000 microsecondes, donc 400 millisecondes du coup techniquement. Donc voilà, 0,4 secondes, t'attends, tu vois. Et puis voilà quoi. Donc là tu poses, tu clears la queue, tu mets les données du son que tu vas lire et tu unpause. Voilà. Évidemment, tu précises le device à chaque fois en premier argument, tout simplement. Et après, t'attends un petit peu la durée nécessaire de la lecture du fichier audio. Bon, bref, ok. Super. C'est aussi simple que ça. Et puis techniquement, quand je vais poke, en fait, quand je vais poke, tac, Q audio, je le fais aussi dans des fonctions. Alors là, j'en ai pas encore parlé, mais ça, c'est une fonction qui est lancée en thread, donc qui est lancée en concurrence avec la fonction main, vous allez voir tout à l'heure. Et ben c'est la même chose, c'est-à-dire que je le reprends. Alors je crois que j'ai passé du coup dev en argument à cette fonction-là. Tac, et puis voilà, c'est juste l'identifiant du coup du port audio que je vais devoir passer dans cette fonction-là. Alors, du coup, vous voyez bien que sa signature, en fait, elle est très bizarre, parce que j'ai passé aucun argument, mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai le void pointeur x, en fait, elle permet de passer une structure, et dans la structure, du coup, on peut stocker plusieurs informations, donc c'est exactement
comme le fait de passer plusieurs variables, c'est juste que là on passe une variable, la variable étant la structure, et dans la structure on peut accéder à plusieurs variables. Donc voilà, mais de toute façon, pourquoi elle a cette signature-là, cette fonction, c'est parce que c'est la signature, c'est la seule signature qui a accepté de fonction pour la lancer dans un thread avec pthread. Vous allez voir tout à l'heure. Donc là, je voulais parler plutôt de l'initialisation de la connexion TCP. Alors comment est-ce que j'initialise une connexion TCP au niveau du client? C'est plus simple hein, qu'au niveau du serveur. Je vais juste faire un petit getADR info tout simplement sur l'IP qui m'intéresse, sur le port qui m'intéresse, et je vais mettre tout simplement les spécifications de l'IP qui m'intéresse, et je veux avoir du coup une structure qui va recevoir les informations de getADR info de type évidemment, donc REST, c'est de type SOCADR je crois. Ainsi, on va juste un petit peu voir la définition de REST comme response. Tac tac tac, où est-ce que tu es? Ouais, c'est une structure de type plutôt ADR info comme ins. Ok, donc c'est REST qui va recevoir toutes les informations que getADR info aura trouvées. Et donc grâce aux informations que REST aura emmagasinées, on pourra établir une connexion, voilà, avec déjà juste la création d'une socket avec la fonction socket, et après on met toutes les informations relatives à l'adresse IP au port qu'on veut, qu'on a trouvé grâce à l'adresse getADR info. Tout simplement, ça nous crée une socket, hein, on met AI family, donc ça c'est le type d'adresse IP, donc IPv4 ou IPv6. AI socktype, c'est soit, si tu veux, une socket de type TCP ou une socket de type UDP, et le protocole, attendez, non ça c'est plutôt TCP et UDP, et socktype, je mettrai un timecode dans la vidéo, je vais me renseigner dessus. Enfin bref, donc là on crée une socket de connexion. Ensuite, on peut évidemment établir encore des paramètres sur la socket, hein, notamment par exemple le fait de réutiliser une socket qui a été déjà prise et qui n'a pas été clear par le système d'exploitation entre deux calls du programme, donc pourquoi pas. Et enfin, la connexion directement avec le serveur, tu vois. Et pareil, si ça foire, ça nous redonne un statut en -1. Mais normalement, ça ne devrait pas foirer. Et après, il ne faut pas oublier de free la structure REST. Voilà, tout simplement, on peut la free, on n'aura plus besoin. Donc voilà, hein, techniquement, on peut faire ce genre de truc. Après, techniquement, REST, c'est aussi une... Quand tout à l'heure j'ai dit que c'était une array de structure, en fait, c'est pas vraiment une array de structure, c'est-à-dire que c'est une structure qui a une valeur dans laquelle on peut aller à comment dire, une autre structure qui est... Enfin, d'autres valeurs qui... Attendez, je vais voir la signature de REST. Alors la signature de REST, parce que là je parle un petit peu dans le vide, mais... Alors, attendez, est-ce que j'ai un truc qui correspond un peu à ça? Oula, ça va partir en steak là, ce truc-là. Attends, je crois que c'est au tout début parce que. Attends, c'est de type quoi? Le reste c'est de type du coup ADR info, je crois. Ouais, de type ADR info. Donc techniquement, si je cherche ADR info juste là, est-ce que j'aurai sa signature, la structure? Normalement, oui, quand même, faut pas déconner. Où est-ce que. Non, je l'ai pas, hein, c'est. Non, si. Allez. Ah, vous pouvez un petit peu passer la vidéo là, à ce niveau-là, c'est un peu... Voilà. On a... Ah non, on n'a pas encore la structure de... Attends, si voilà. On a la signature de... Non, ça c'est les fonctions qu'on peut mettre. Et ok... C'est bon, putain, j'ai la signature de la structure ADR info. Donc en fait, vous voyez que dans la structure ADR info, on a en fait une référence à une autre structure de type ADR info qui va nous renvoyer la prochaine structure. Donc en fait, c'est une sorte de structure de données qui... C'est une sorte de linked list en fait. Hein. Vous avez une structure et à une certaine valeur, vous pouvez accéder pour avoir la valeur de la prochaine structure. Donc c'est pas vraiment une array de structure, mais c'est plutôt une structure dont un élément nous renvoie à la prochaine. C'est une sorte de linked list, quoi. Vous avez l'adresse mémoire de la prochaine structure. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc je parlais de quoi? Je parlais de la connexion. J'étais à connect, hein, techniquement j'étais à connect. Donc ouais, ok, si tout se passe bien, on connecte et puis après on free tout ça, quoi. Ok, bah maintenant du coup techniquement vous avez vu que lors de l'acceptation, hein,
au niveau du serveur d'une nouvelle connexion, évidemment, on doit renvoyer, on doit envoyer nos credentials, notre chatroom aussi, et puis à chaque fois qu'on envoie quelque chose, c'est chiffré, et lors d'un chiffrement, on doit envoyer le vecteur d'initialisation AES du chiffrement en cours et le tag pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'altération au niveau du message envoyé. Donc c'est ce qu'on fait juste là, hein, techniquement, voilà. On va juste faire un fread, voilà, ça c'est pas mal, c'est intéressant aussi. Le petit fread Ivy one, en fait ça permet, si tu veux, d'initialiser de manière vraiment chaotique, vraiment aléatoire, le vecteur d'initialisation AES, parce que en fait ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste en fait prendre le vecteur de 12 octets Ivy. Donc en fait, qu'est-ce qu'on met? On met Ivy, après on dit que un élément de Ivy est égal à un octet, et après on dit qu'il y a 12 éléments dans le vecteur Ivy, et du coup ça fait 12 octets, techniquement 12 fois 1 ça fait 12 octets, et après on met le fichier qu'on veut lire. Et techniquement le fichier, on l'a déjà ouvert, hein. Et le fichier qu'on a ouvert, il est simplement, c'est celui-là en fait, hein. C'est dev urandom. Et ce qui est pas mal dans dev urandom, c'est que on se base sur Linux, hein, et je crois que sur FreeBSD, enfin sur BSD c'est pareil, et ben le système d'exploitation, on va balancer des mesures par exemple de température, des mesures d'utilisation de la mémoire, du processeur en temps réel dans dev urandom, et du coup ça fait un facteur chaotique, un facteur de chaos qui est ultra aléatoire. Et donc on utilise ça en cryptographie vraiment pour initialiser une seed, une seed vraiment purement aléatoire. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà, donc en gros voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis on initialise, on envoie le vecteur Ivy, quoi, on fait avec oui, alors j'en ai pas parlé, mais on utilise une fonction sendAll. C'est quoi sendAll? Alors en fait c'est une fonction, si tu veux, qui permet c'est bizarre en fait, les protocoles sur Linux, enfin on sait qu'est-ce que je raconte moi. Après la fonction send aussi c'est spécifique, bon, bref, spécifique à Linux aussi, parce qu'évidemment ça appelle directement des propriétés du système d'exploitation, mais en gros quand vous allez envoyer des données, vous n'êtes pas sûr que les données soient envoyées d'un bloc en une fois. Donc vous allez devoir traquer les octets envoyés, et tant que les octets envoyés ne sont pas de façon strictement inférieure évidemment aux octets que vous aurez dû envoyer, et bien vous allez continuer à envoyer le message, et à chaque fois vous voyez que vous faites donc là vous mettez juste dans scène la socket de connexion du client, hein, de vous en fait, hein, et en fait après vous faites un MSG plus toTbytes. toTbytes c'est quoi? C'est les octets qui ont été envoyés, donc au début c'est 0 parce que vous n'avez rien envoyé, et ensuite on va augmenter, parce qu'en fait la fonction send elle va nous renvoyer les octets envoyés en une seule fois, donc vous allez à chaque fois additionner toTbytes à curbytes qui a été envoyé, jusqu'à ce que en fait évidemment la target value, donc en gros les octets que vous êtes censé envoyer, soient atteints. Donc c'est exactement aussi la même chose qu'on va utiliser si tu veux en receive. Est-ce que j'ai receive all par exemple pour recevoir des données? Ouais, j'ai receive all qui est juste là, et receive all c'est exactement la même chose. Si vous êtes censé par exemple recevoir un tel type d'octet, et que vous ne recevez pas encore ce genre d'octet, bah, vous allez écrire dans votre buffer. Au début, vous allez commencer évidemment à 0, et en fonction des octets que vous allez recevoir, vous allez écrire un petit peu plus loin, jusqu'à ce que les octets que vous êtes censé recevoir soient atteints. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué à ce niveau-là. Il faut juste penser à ça, il faut juste avoir des petites fonctions d'abstraction qui permettent de tout envoyer d'un bloc, hein. Comme ça, on ne va pas juste réécrire ces boucles à chaque fois qu'on veut envoyer de la donnée. Donc voilà, tout simplement. C'est juste ça, ouais, faut penser à ça aussi. Donc maintenant, pareil, on va chiffrer avec AES, tac tac tac. De toute façon, vous allez. Ouais, si, je peux peut-être parler aussi de AES avec GCM aussi, peut-être. Donc qu'est-ce qui va se passer avec AES et GCM? En gros, bon, ça prend plusieurs paramètres. Vous avez votre plain text, hein, qui est tout simplement un unsigned char. Pourquoi est-ce que j'ai mis un unsigned char? Parce que, en fait, si vous mettez juste un char, il y aura des caractères qui ne sont pas ASCII, et en fait, ils ne vont pas être bien interprétés par le type char. Donc il faut bien penser à mettre un unsigned char. Ensuite, vous mettez juste la longueur du plain text. Alors ça, ADN, c'est juste en fait des métadatas si vous voulez envoyer par exemple, enfin, si vous voulez chiffrer, comment dire, si vous voulez chiffrer un petit peu votre donnée, et add et addlen ne vont pas forcément être chiffrés, par contre ils vont être utilisés dans le tag pour vérifier lors de la réception par exemple des données,
que les données n'ont pas été altérées. Mais en gros, c'est des sortes de métadata qui n'ont pas besoin d'être chiffrées, mais qui vont juste permettre d'être ajoutées si elles sont critiques à l'ajout, mais n'ont pas besoin d'être chiffrées, et vont être aussi utilisées dans le tag pour vérifier la fiabilité des données reçues. Alors en l'occurrence envoyées, du coup, parce qu'on est dans encrypt, enfin bref. Après vous mettez le vecteur d'initialisation, la longueur du vecteur d'initialisation qui est normalement toujours égale à 12, hein. Et puis pareil, unsigned char, ciphertext, hein, toujours. Alors c'était plutôt dans le ciphertext, hein, techniquement, que c'est critique de mettre un unsigned char parce que c'est là où lors du chiffrement on va y avoir des caractères qui ne sont pas ASCII et donc ça pourra déborder et ne pas très bien être interprété. Donc j'ai quand même préféré aussi mettre un unsigned char dans plain text. Et après vous mettez le tag, c'est pareil, du coup c'est aussi des choses qui peuvent être non ASCII, donc unsigned char c'est aussi très bon pour ça. Ensuite dans la fonction, bon, bah, techniquement, hein, c'est une API assez de OpenSSL qui est assez haut niveau, donc on va pas vraiment comprendre exactement ce qui se passe pour le chiffrement, il faudra regarder des vidéos vraiment de cryptographes pour comprendre, mais en gros, voilà, vous allez initialiser le contexte et vous dites que c'est un chiffrement symétrique que vous allez faire, parce que avec en fait, la librairie OpenSSL ERPH, vous pouvez faire du RSA, vous pouvez faire plein de trucs en fait. Bref, et après vous allez encrypter, voilà, de type AES 256, hein, des blocs avec le mode de GCM plutôt. J'avoue que, bon, évidemment, toutes ces calls de fonctions ont un ordre précis, donc ils doivent être exécutés exactement dans ce même ordre-là, en fait, hein, tout simplement. Enfin, vous pouvez, je crois, intervertir quelque chose, par exemple, notamment dans le decrypt, hein, pour la vérification du tag. Bon, non, ouais, non, c'est quand même plutôt mieux parce que j'avais essayé d'intervertir des blocs, mais c'était pas très, très concluant. Donc, plutôt vérifier à avoir cette même ordre-là. J'avoue que là, je ne suis pas vraiment intéressé à comment ça fonctionnait AES de manière vraiment algorithmique. Il faudrait que j'implémente ça un de ces quatre. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire rien de plus que les paramètres et les types de paramètres à rentrer pour pas qu'il y ait de problème pour l'instant, pour cette vidéo. Bref, ok, alors retournons un petit peu à nos affaires. Tac, tac, tac. J'en étais là, voilà, vous allez appeler sendAll à chaque fois, tout simplement. D'ailleurs, du côté serveur, à chaque fois, évidemment, que vous appelez un petit sendAll 2, vous allez appeler un receiveAll, hein, ça va avec. Hein. Donc, pour chaque information envoyée. Donc, pour la chatroom, c'est exactement la même chose qu'on va faire, hein, exactement la même chose. Et puis, là vient la partie intéressante, qui est en fait l'initialisation de l'interface utilisateur avec Ncurses. Alors au début, évidemment, si le terminal ne supporte pas les couleurs, bon bah c'est pas terrible, donc on va juste quitter le programme, pareil pour Change Color. Et ensuite, là, on peut par exemple initialiser, si tu veux, des entiers, parce qu'en fait, color white, ça réfère à un entier, et on peut lui dire que bah, en fait, c'est pas vraiment du blanc, c'est du bleu, techniquement, c'est-à-dire que là tu vois, tu dis que l'entier que tu vas utiliser après dans initPair, ça va être de type RGB. Donc là, tu as un certain nombre de rouges. Alors, c'est pas entre 0 et 255, c'est entre 0 et 1000. Donc R, rouge, et green et après bleu. Et après blue, donc là, vous mettez les valeurs que vous voulez, pas de problème. Et ensuite, vous allez créer des paires. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, des paires, c'est du... c'est quoi? C'est du... techniquement, attendez. Si je lance ce serveur-là, et qu'ensuite je lance vite fait le client, là. Alors, chat client, 0, ok, qu'est-ce que, j'ai oublié un truc, ah oui, le port, j'ai pas mis le port, c'est évidemment, ouais, ok, en gros, techniquement, la première couleur, c'est censé être le background, et la deuxième couleur, c'est censé du coup être le foreground, donc rien de particulier. Et ensuite, vous pouvez du coup appeler ces paires de couleurs dans les fenêtres que vous voulez. Parce qu'il y a aussi des histoires de création de fenêtres. Alors vous avez la main, donc la std.scr qui est la fenêtre standard, hein, std.scr, standard screen, qui est en fait exactement tout le terminal. Mais vous pouvez aussi définir des fenêtres, par exemple, tu vois, quand je lance cette fonction, enfin le programme, j'ai la fenêtre basique qui est en fait le terminal lui entier, hein, en entièreté. Et tout ce qui est à l'intérieur du triangle noir, en fait, c'est une fenêtre spéciale avec toutes les dimensions qui sont aussi spéciales que j'ai lancées déjà que j'ai initialisé avec la fonction newWin, hein, comme new window. Alors, elle prend 4 paramètres. Hein. Elle va prendre du coup les paramètres de début.
Donc en fait avec, Anchor 16, on va pas travailler en XY mais en YX. Donc en fait les premiers paramètres sont à chaque fois les valeurs en Y et en Y par rapport au top. C'est-à-dire que si je me mets là juste en haut à gauche, là je suis à 0, 0. Si je descends, alors tu vois, si je descends de 1, 2, 3, là je suis à 3Y et 0X. Là je suis à 3X et 0Y. Donc vous voyez un petit peu comment les coordonnées sont interprétées avec Anchor 16. Donc voilà, et puis là vous allez juste mettre la dimension du coup, en fait, tout simplement, de la fenêtre que vous allez créer. Donc là je démarre à 1, 1, donc vraiment en haut à gauche, quoi, quasiment, tout en haut à gauche quasiment, et en fait je vais mettre une fenêtre, genre, tu vois, parce qu'avec le get max YX, j'ai de standard screen, je peux avoir en fait les dimensions maximales de la fenêtre dans laquelle je lance le programme, et grâce à ça je peux en déduire, voilà, j'ai pris la dimension maximale moins tout simplement un quart de Y et la dimension maximale en horizontale moins un quart enfin moins un cinquième de X, quoi, tout simplement. Et puis voilà, quoi, et après c'est parti, rouler jeunesse comme on dit, et après je vais initialiser, tu vois, je vais juste mettre aussi la couleur, tu vois, de la fenêtre en particulier, de la fenêtre que je viens de créer avec color pair 2, 2 qui identifie cette paire de couleurs, donc white, color black, mais là le white vous avez vu c'est du bleu, donc techniquement c'est comme ça que je le fais. Et ensuite vous faites un petit W refresh pour afficher la fenêtre, et un refresh aussi, pareil, pour afficher la fenêtre principale. C'est un W refresh, et en paramètre vous mettez comment dire, le nom la variable de la fenêtre qui vient d'être créée. Enfin bref, maintenant, bon, je vais juste aussi initialiser, si tu veux, un array à 2 dimensions, qui en fait a un message queue, parce que là vous aurez deviné, mais quand je fais défiler des messages, en fait, c'est tout simplement le fait que je fasse défiler un array, en fait un array qui a une taille, là, en l'occurrence 1, 2, 3, enfin bref, vous avez compris, parce que la taille de l'array elle est définie par la dimension de la fenêtre. C'est pour ça que je suis obligé d'initialiser la fenêtre avant d'initialiser l'array de caractères, enfin de messages que je vais afficher, qui s'appelle messageQueue, tu vois, où en fait, tout simplement, bon là ça c'est une constante, max msg size, mais la variable ça va être le nombre de messages que l'array aura en stock. Et elle aura un nombre de messages ref max msg qui est la dimension qui est à peu près la dimension en verticale de la fenêtre by wheel, en fait, techniquement, parce que ref max msg, alors attendez, je vais surligner ça. C'est juste, voilà, en fait, c'est juste au-dessus, c'est égal à ça. Et là, vous voyez que y moins un quart de y moins 2, c'est quasiment exact à la dimension verticale de la fonction qui a été créée avant. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau message, je vais enlever le message d'avant et je vais rajouter le nouveau message. C'est comme ça que ça va se passer, vous allez voir tout à l'heure. Bon voilà, je vais juste après envoyer un message de connexion de l'utilisateur. Pareil, on encrypte tout ça, donc vecteur d'initialisation, tag et ciphertext. Et après pareil, voilà, donc ça j'en ai déjà parlé, on va lire le fichier audio. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Et on va juste, évidemment, comme on va lancer un thread qui est en fait la fonction qui permet d'afficher les messages, et que cette fonction-là doit avoir une signature très particulière, donc on ne peut pas lui passer directement des arguments. Par contre, on peut lui passer une structure qui contient plusieurs valeurs. Donc c'est là où en fait on va tout simplement initialiser les valeurs de la structure qu'on va passer en argument à la fonction qu'on va lancer avec le thread. Donc c'est comme ça, voilà, tac tac tac, toutes les valeurs que je veux. Et ensuite on fait un petit pthread create. Donc ça va être l'identifiant la variable du thread que j'ai créé avant, bref. Et après vous mettez la fonction, et après vous mettez tout simplement, vous allez caster en void la structure que vous voulez passer. Ok, et receive messages, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, au début, évidemment, j'ai mis un pthread cleanup push. En fait, ça va permettre, quand je vais quitter, quand le programme en fait va quitter, va exit en fait, on va pouvoir attendre que le thread se finisse. Et donc ça, c'est un truc qu'on va devoir mettre pour stipuler que le thread doit se finir à la fin du programme. Parce qu'en fait, techniquement, en gros, le pthread cleanup push, j'ai un truc qui à peu près pareil. Attendez. Ouais, j'ai un pop après qui est juste là.
Et ça va permettre de cleaner toutes les ressources associées au thread de mémoire. Donc vous mettez vraiment, vous entourez les blocs de toute la fonction de ce genre de truc. Et puis, non, ça devrait bien se passer parce que juste là, donc là vous allez détruire les mutex qu'on va voir après. Et le cancel, messages thread. Alors ce truc-là, il permet du coup d'envoyer en fait un signal aux threads qui sont en train d'être exécutés et de leur dire d'arrêter. Et donc on attend qu'ils s'arrêtent avec un pthread join et donc messages thread qui est au début initialisé en tant que juste au tout début de main, et qu'on va utiliser lors du lancement évidemment du thread receive messages pour tout simplement lors justement de pthread join, voilà, que vous avez par exemple juste là, de pouvoir repérer le thread qu'on est en train d'envoyer un signal pour le cancel et d'arrêter et d'attendre son arrêt avec le join, tout simplement. Donc ça se passe comme ça un petit peu les threads en C. Donc j'ai évidemment que deux threads, le thread main et le thread de la fonction receive messages qui porte bien son nom parce qu'elle va juste recevoir des messages et les afficher. Et donc à l'intérieur juste aussi. Bon, et au début évidemment on va juste recevoir le message, donc évidemment comme c'est chiffré, le vecteur d'initialisation, le tag, etc., le ciphertext, tac, on déchiffre ça, on voit si ça correspond bien, tu vois, et puis voilà. Avec le if and bytes, si c'est inférieur à strictement 0, c'est-à-dire qu'il y a un problème, pas mal de trucs comme ça. Et en fait, donc si tout se passe bien, évidemment, j'ai le fait, là ici par exemple, tu vois, je suis à i-1, donc à message -1, je vais copier le message à +1, enfin le message courant techniquement, pour en fait faire une impression que, justement, c'est ce genre de truc que je fais. Donc là, pour que le dernier message s'affiche et que les derniers messages soient un cran au-dessus techniquement. Donc c'est exactement. Donc là, je vais faire défiler de gauche à droite les messages avec de plus un message, quoi, techniquement. Et après, je vais copier du coup le dernier message qui a été lu dans un buffer local juste après le déchiffrement de ce dernier-là. Et puis après, je vais juste ici, là, printer dans la fenêtre MyWin, tout simplement, le array message queue, tout simplement. Voilà. Et après, c'est bon. Et après, alors, évidemment, tout ça a été fait à l'intérieur d'une mutex, avec un pthread mutex unlock à la fin, et au tout début, en fait, là, juste là, le pthread mutex lock, donc lorsque j'ai vérifié que le message est bon, bref, et authentique, je vais mettre ça dans un thread et je vais pouvoir exécuter toutes les fonctions qui sont relatives, si tu veux, à ncurses, parce que ncurses n'est pas thread safe par défaut, donc on est obligé à chaque utilisation de ncurses de le mettre entre mutex, de protéger ses ressources avec des mutex. Et donc c'est voilà, si j'ai un poke aussi, pareil, je vais play le fichier audio, enfin bref, c'est juste ce genre de truc là. Et donc pareil, les mutex, du coup, on les retrouve dans le main, techniquement. Alors, je disais, ouais, les mutex, on les retrouve dans le main, sauf que je les ai vraiment pas toutes protégées. L'utilisation, en fait, si tu veux, de ncurses, j'ai vraiment protégé le fait de, par exemple, lorsque j'update le message, les caractères affichés au niveau du message, là je protège, mais lorsque en fait j'attends l'input de l'utilisateur, ça je peux pas le protéger parce que si je les protège, en fait, tant que l'utilisateur, si tu veux, n'aura même pas entré de message, je pourrais pas du tout faire défiler les messages reçus, en fait, parce que le thread il sera en train d'être runné, sauf qu'il ne pourra pas accéder au mutex, enfin il pourra pas accéder plutôt à ncurses, vu que tant que l'utilisateur n'aura pas touché, en fait, n'aura pas envoyé de message, et la ressource de ncurses ne sera pas du tout, accessible. Donc j'ai juste pris le pari, en fait, de le protéger vraiment là où en fait c'est automatique, là où en fait il va juste cleaner automatiquement les caractères qui ont été implantés avant. Mais par contre, tu vois, quand je fais le getch, en fait, alors le getch c'est ici, c'est tout simplement tant que, par exemple, donc là je fais un cœur SL. En gros, tant que l'utilisateur n'a pas entré en fait un enter, parce que lorsqu'il enter quelque chose, lorsqu'il appuie sur la touche enter, cœur SCHR, donc en fait le résultat de getCH,
va retourner soit un breakline, hein, donc un anti-slash n, soit juste un retour à la ligne, donc un anti-slash r. Ou alors, voilà quoi. Oui, ou alors évidemment, si le message est trop long, hein, CHR est égal à max mg size moins 10, bon bah alors je vais break le fait d'entrer un message et je vais directement envoyer le message du coup. Après du coup évidemment j'analyse s'il y a eu une commande qui a été enter, comme bah, le quitter, tu vas quitter le client, ça se fait avec en envoyant la commande 2.q comme dans Vim. Et puis, évidemment, que 2.q n'est pas transmis aux autres personnes dans le chat. Hein. C'est juste pour le client, juste pour quitter le client. Bref, donc en gros, c'est juste ça. Et puis, évidemment, j'ai parlé de delete aussi les caractères que tu es en train de taper. Donc, en fait, techniquement, un delete, hein, soit ça retourne l'entier qui est décrit par key backspace, ou alors l'entier 127, ou alors l'entier 8, ou alors aussi l'entier 7. Hein. Ça dépend vraiment des terminaux, des émulateurs de terminaux plutôt. Donc si c'est vraiment aucune des keycodes qui ont été précédemment décrits, alors ce que je peux faire c'est juste du coup emmagasiner le caractère dans le buffer message, tout simplement. Sinon par contre, du coup évidemment je vais juste set le caractère courant à un breakline, enfin plutôt un null caractère, et je vais je vais déplacer le curseur à -1 comparé à la coordonnée horizontale, donc x dans laquelle je suis, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc avec un petit move, move curseur x-1, tout simplement. Et puis voilà. Et donc oui, parce que comment je vais avoir du coup les coordonnées du curseur, je fais juste un get yx sur le screen standard, donc stdscr, et après je mets les deux variables. Du coup, donc on commence par y et après par x, qui vont être remplis en fonction de la fonction getYX, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment les trucs principaux. Ce que j'ai vraiment appris aussi en faisant ça, c'est ne surtout pas appeler, par exemple, un receive dans les deux threads en même temps, si tu veux, parce que sinon, quand le serveur il va redonner, par exemple, il va envoyer un message ou une donnée particulière, si tu appelles un receive dans les deux threads, lorsque la requête va être reçue, on va pas vraiment savoir comment la router. Est-ce qu'on va la donner au premier thread ou au deuxième thread, et donc ça va avoir des comportements vraiment inconsistants. Donc bon, il faut vraiment faire une architecture de logiciel qui ne demande à aucun moment d'appeler deux fonctions de même fonctions receive ou de même fonctions send aussi. Hein. Send, ça marche aussi pour send techniquement. Donc voilà, et puis après, voilà, quand j'envoie le message, pareil, hein, c'est chiffré, on initialise le vecteur du coup d'initialisation, le tag on l'envoie, le ciphertext c'est pareil, et puis c'est tout. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Alors bon, c'est déjà peut-être un peu gros à emmagasiner, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est un de mes premiers projets un peu. Alors pas aussi complexe, parce que moi quand même je viens de l'algorithmie, c'est vrai que c'est très différent de l'algorithmie. Hein. Là c'est vraiment du pur développement logiciel, hein, ça n'a rien à voir avec l'algorithmie. Mais quand même, tu as des trucs quand même que tu acquiers en algorithmie qui sont très utiles en architecture logicielle. Hein. Mais voilà, c'est la fin de la vidéo et puis j'espère qu'elle vous aura plu. Merci.